Nilton nous a fait un gros travail pour nous faire une petite revue d'effectifs de la Team Canada et voir un petit peu nos forces en présence et voir aussi que le CF Montréal est représenté, Nilton, hein. Oui, pas mal, ouais, c'est ça. Une nouvelle qui est passée un petit peu rapidement dans nos fils respectifs Twitter. Tu sais, j'avais le goût de pas faire de faire une espèce de revue d'effectifs, apprendre un peu comment va être composée cette équipe U23 pour les qualifications des Jeux olympiques qui étaient remis à cet été. Tu sais, petite parenthèse, j'espère vraiment qu'on ne joue pas ce tournoi-là pour rien, entre guillemets, parce que les Jeux olympiques, c'est loin d'être sûr encore, là. Ça a pas, il n'y a pas eu de confirmation que ça allait avoir lieu comme prévu. Et comme Julien a dit, oui, les qualifications de CONCACAF, il reste juste, en effet, la CONCACAF à établir ces deux sélections qui vont être envoyées aux Jeux olympiques. On voit déjà à l'écran les clubs, les sélections plutôt, qui sont qualifiées. Donc, on a le Japon comme pays hôte. Les sélections européennes, c'est la France, l'Allemagne, Espagne et Roumanie. En Afrique, il y a l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En Asie, c'est l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et s'il y a le taker qui cache un peu, je pense que c'est l'Argentine et Brésil avec la Nouvelle-Zélande. Donc, il reste deux sélections pour la qualification des Jeux olympiques. Et la façon qu'ils vont procéder, il va y avoir deux groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe vont passer aux phases éliminatoires. Et lors des demi-finales, les 2 équipes gagnantes de la demi-finale vont être qualifiées pour les Jeux olympiques. Après, il va y avoir une finale de consolation, si on veut. Et comme Julien a dit, le Canada est un peu chanceux parce que ils ont pu éviter le Mexique et les États-Unis. Ils se retrouvent avec Haïti, El Salvador, Honduras, mais ils ne pourront pas éviter à tout prix Mexique, États-Unis, à moins qu'ils se fassent accrocher dans leur groupe A par le Costa Rica ou la République dominicaine. Donc, en finissant dans les 2 premiers, ils devraient en toute logique affronter soit les États-Unis, soit le Mexique. Petit rappel, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe U23, c'est l'assistant de l'équipe principale, notre Mauro Biello, qui a fait une conférence de presse assez rapide pour faire la présentation des joueurs. Et la petite surprise, si on veut, de cette sélection-là, c'est l'absence totale de tout joueur de TFC. TFC qui se retrouve avec un problème de COVID. Il y a eu quelques cas de COVID dans leur équipe. Et avec la quarantaine obligatoire, tout ça, et le calendrier qui arrive bientôt comme ça, ils avaient peur de se retrouver avec des joueurs qui pourraient manquer 2-3 matchs. Donc, ils ont préféré d'un côté protéger la sélection si jamais ils veulent à tout prix éviter des cas de COVID à même la sélection canadienne, puis aussi avoir le maximum de joueurs parce que ces matchs-là s'enchaînent. C'est aux 3-4 jours qu'il y a des matchs. Le premier match du Canada, c'est vendredi à 6 heures. Donc, dommage parce que... Ouais, non. Oui, vas-y, j'ai un petit commentaire, si tu permets. Habituellement, c'est 3 places pour la CONCACAF, et j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y en ait que 2. Et petit commentaire aussi sur la nature du tournoi. Donc c'est les U23 qui y participent. Et j'ai vu avec le décalage de Tokyo qui devait être en 2020, mais c'est assez fou, c'est que par exemple les équipes européennes se sont qualifiées en juin 2019. Donc déjà là, c'est certain que pour des questions d'âge, tu vas perdre une partie de tes joueurs qui auront plus de 23 ans. Je pense qu'en Afrique aussi, beaucoup de choses sont faites fin 2019. Ouais. C'est un avantage, mine de rien, à la CONCACAF d'avoir repoussé son tournoi pré-olympique, parce qu'elle va bénéficier du même groupe de joueurs au niveau de l'effectif, tandis qu'il y aura certains de ses adversaires il y aura une génération qui les aura qualifiés, et c'est d'autres qui vont embarquer pour aller faire le tournoi olympique. Et c'est à cause de la nature. Enfin, tous les tournois de jeunes sont comme ça. Hein. C'est sur des fenêtres de 2 ans, 3 ans au gros max. Donc, je ne sais pas si cette année, il va y avoir... Habituellement, il y a toujours l'option dans les Jeux olympiques d'avoir
un ou deux Oui. joueurs. Ouais, Mais c'est encore le non. cas. J'assume que oui, parce que ça a fait une grosse histoire du côté de la France. La France étant qualifiée pour les Jeux Olympiques, il y avait la présence éventuelle de Kylian Mbappé, sauf que lui, il a l'Euro à faire. Donc c'est comme il y avait la question qui se posait, c'est il allait faire l'Euro et le tournoi olympique. Et il y a eu après une autre histoire par rapport à Benzema, où on s'est dit, bah, tiens, après tout, pourquoi pas, puisque lui, il ne fera pas l'Euro. Puisque Deschamps ne coach pas cette équipe. C'est ça. Et donc oui, la fameuse règle des trois plus vieux qui permet d'ailleurs je pense que Ronaldinho là, a participé au tournoi, Neymar a déjà participé au tournoi. Est-ce que quand Messi il participe en tant que jeune ou en tant que Messi, j'ai pas de souvenir qu'il fait les JO. vétéran? Si c'est son seul trophée avec l'Argentine, oui. Oui, c'est ça. Ah, il a un trophée avec l'Argentine? Moi, je croyais qu'il en avait pas. C'est le seul. Non, c'est un joke, je croyais vraiment qu'il en avait pas. Non, c'est mais je me souviens plus si c'était en tant que jeune ou... Non, je pense que oui, parce qu'il était avec Agüero. Je crois que cette génération-là, avec Mais ça, c'était les U21, ça. Ça, c'est pas les JO. Ça, c'était les U21, mais il n'y avait pas Messi, mais il y avait Agüero. Non, il a gagné en 2008, là. C'était ici, là. Ils ont joué des matchs à Ottawa, tout ça, là. Fait qu'on va Messi, Wikipédia. Boum. On va savoir là. Ouais, non, c'est comme tu me... Il avait 21 ans. Il gagne les JO parce qu'il bat le Brésil avec Ronaldinho. C'est comme je me souviens de cette image-là. Messi qui bat Ronnie, oui. En 2008, Summer Olympics. Oui, il a gagné, il avait 21 ans, c'est sûr. C'est vrai. Faut pas qu'il gagne quelque chose, là. Anis, il y a des meilleurs commentaires. Anis. mais Nilton, ce qui est important, tu l'as dit sur les joueurs de Toronto, il y a notamment Akinola qui aurait pu prêter main forte à l'équipe. On va le voir. Fraser aussi au milieu de terrain, Liam Fraser qui aurait pu. Mais on va le voir. Il a 23 ans, donc je sais pas quand est-ce qu'il fait semblant qu'il connaît. Ah, il y a plusieurs, moi je connais. Mais on va le voir, c'est probablement là où ça fait le plus mal, c'est au poste d'avant-centre. Donc, au niveau des gardiens, on a quelques gardiens là très connus chez nous. Bon, il y a Sébastien Breza qui est à Bologne. Il y a un nouveau venu, le Canadien d'origine portugaise, Nogueira, qui joue en U23 pour Maritimo. Donc, on ne devrait pas le voir trop sur le terrain. Donc, Pantemis, clairement, devrait être le titulaire de la sélection canadienne. Ça devrait, puis il y a aussi l'expérience là, au niveau MLS, il y a eu quelques apparitions, il y a eu aussi des matchs titulaires en CPL. Ça devrait l'aider beaucoup à avoir ce poste-là. Bon, petit indice, il a obtenu le maillot numéro 1, donc en principe, c'est un bon signe. Comme quoi, tu devrais être le titulaire. Oh, quoique, Barthez, il avait le 16. C'est vrai. Ouais, mais Barthez avait le 16. C'est vrai. Donc, mais je pense pas qu'on soit rendu à ce niveau-là, d'avoir des numéros fancy au Canada. Là. On donne le numéro 1 au gardien. Pour le tournoi pré-olympique. Il y a des bonnes chances. Ouais, il y a des bonnes chances. Et ça pourrait être une rampe de lancement pour Pantemis. On en avait parlé soit l'émission précédente, il y a 2 semaines, comme titulaire du CF Montréal. Bon tournoi olympique avec des bons résultats. Ça pourrait faire... Ça pourrait lui propulser comme ça au poste de numéro 1 avec le CF Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait aider Renard à préparer son mercato. Est-ce qu'il doit chercher un gardien vétéran ou un bon jeune? Est-ce que Diop il échange? Est-ce que Diop il re-signe pour l'année prochaine? Ça va aider le club. On fait quoi? Pantemis, il est assez bon. Est-ce qu'on mise dessus comme numéro 1 l'année prochaine? Et c'est un des vétérans, il y a 24 ans. C'est une bonne vitrine pour lui, c'est sûr. Ouais, il a besoin de jouer. Il faut qu'il joue. Du côté défense centrale, on se retrouve... J'ai mal compris. C'est bien lui qui a eu le numéro 1. Pantemis? Oui, c'est ça que tu as dit. Ouais. Ah d'accord, ok. Genre, comme, je pensais qu'il était passé numéro 2 dans... Normalement, je crois que ça aurait été Sinclair, là, le petit de Toronto, qui aurait été le numéro 1. Mais ok, cool. Très bien, ok, merci. Ensuite, en défense centrale, on se retrouve avec Derek Cornelius, qui a déjà de l'expérience dans la sélection principale, qui devrait être assurément un des 2 défenseurs centraux. On retrouve Thomas Meyer-Giguère, qui a été sélectionné, et aussi Callum Montgomery, qui a été repêché
en 2019, je crois, au 4e rang par Dallas et était échangé dernièrement échangé à Minnesota. Donc, en principe, Thomas Mayer-Giguère devrait être sur le banc avec une paire de Cornelius et Montgomery. Good, c'est bien pour Thomas Meyer-Giguère. Je pense que c'est là aussi qu'on voit l'importance de la Canadienne Première Ligue pour des joueurs qui ne sont pas forcément réussi à s'imposer avec leur club formateur, d'avoir des options et continuer en fait à jouer un foot de bon niveau et peut-être pourquoi pas regagner l'élite nord-américaine. Shit, il est canadien ce gars-là? Je savais pas. De quoi tu me parles? Leroy Sané, man. Je savais pas qu'il était canadien, j'étais sûr qu'il était américain. C'est très cool. Très bon joueur. Exact. Mais c'est un ailier de formation. C'est seulement cette saison que Bruce Arena le fait débuter sur le côté droit de la défense. Mais de formation, c'est un ailier. Il peut jouer sur le côté gauche. Il pourrait, dans l'équipe canadienne, pourrait se retrouver à l'aile gauche là, aussi. Donc, c'est de la profondeur. On a Brault-Guillard qui devrait probablement être titulaire de cette sélection parce qu'il a accumulé beaucoup de matchs l'année passée. Godinho, si je ne me trompe pas, il a joué quelques matchs aussi avec la sélection principale, non? Moi, je pense... Attends, laisse-moi regarder. Quelque chose sur nom, donc je le vois pas dans la dernière sélection. Mais attends, je crois... À moins que je me trompe, c'est pas lui qui se retrouve dans la sélection canadienne pendant le match contre Haïti. Ou je me trompe avec un autre. Mais il a joué beaucoup de sélections. J'avais lu qu'il y a 10 joueurs qui ont déjà connu une sélection avec le programme national. Et ça, c'était vraiment très, très, très élevé du côté il en fait partie, du 23. Donc peut-être qu'il en fait partie. Je vais regarder. Sinon, Bassong, c'est le seul gaucher. Donc je ne sais pas s'il va obtenir une place un peu par défaut à la gauche. Bassong, il va avoir le traitement Morales. Corrales, pardon. Bah, t'es gaucher, tu joues, quoi. Tu joues, hein? mais le problème pour Basson, c'est que les autres gars ont beaucoup de matchs dans les jambes. Basson, il n'a presque pas joué l'année passée là, dans les matchs professionnels. Il revient, c'est lui qui fait l'erreur contre Haïti. Ouais, c'est ça. Je pensais aussi que c'était Godinho. 5 matchs avec la section canadienne. Okay. Donc, ça serait intéressant de voir qui va occuper le couloir gauche de la défense. Au niveau des milieux centraux un peu plus défensifs, on a un joueur que j'aime beaucoup à Vancouver, là, qui est Baldissimo, c'est un joueur en petit format, mais un gros travailleur. Il me fait penser beaucoup dans les premières saisons de Samuel Piette. Très présent devant sa défense, couvre beaucoup de terrain, gagne beaucoup de ballons. Selon moi, il devrait être la sentinelle devant sa défense. Et les deux autres options, un autre joueur aussi de Vancouver, Metcalf, qui a un peu plus de matchs en MLS, et un deuxième joueur de la CPL, je pense qu'il vient de l'Académie de Vancouver aussi, Norman Junior. Du côté un peu plus offensif du milieu de terrain. Tantôt, on est vite passé sur les défenseurs, mais au niveau de Buchanan, il avait fait un super match contre Montréal. Il avait été fantastique. Il était énorme. Pas seulement contre Montréal, le match précédent aussi, il y a eu une fin de saison extrêmement intéressante pour les Revs de New England. Ça a été un pari aussi de Bruce Arena. Puis lui aussi, c'est un produit du draft de la MLS, donc il ne faut pas trop snobber le draft, mes amis. Du côté un peu plus offensif du milieu de terrain, on a un ancien de Toronto qui joue en USL, Aiden Daniels, qui peut aussi jouer sur un côté. Du côté de Vancouver, Ryan Rapouse, qui a quelques matchs aussi en MLS. Et la nouveauté de cette sélection, c'est un joueur de 18 ans, de binational portugais et canadien qui joue pour le Sporting Club de Portugal, U23. Un joueur très créatif. Il y a eu quelques sélections aussi du côté du Portugal. C'est assez intéressant de voir qu'on est capable comme ça d'influencer
d'intéresser le projet canadien à des joueurs binationaux. Historiquement, ça n'a jamais été facile. C'est sûr que ce n'est pas un cap tête avec le U23. Il peut encore décider. C'est sûr que s'il était une pépite portugaise, il ne penserait jamais à la sélection canadienne. Mais de toute façon, ça peut être un beau pari pour Mauro Biello. Et j'ai hâte de le voir sur le terrain. Quand c'est un joueur comme ça qui arrive d'une comment je te dirais, d'une autre école qui joue avec des nouveaux joueurs qui ont vraiment jamais connecté, qui ont un style un peu plus différent, qui jouent un peu plus de ballon. Le fit doit se faire très, très, très rapidement. Donc, ça reste à voir si Mauro Biello va être capable de l'intégrer rapidement. C'est le seul maillot que Julien a reconnu. C'est un gars. Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, Vancouver, ils sont quand même assez fournis, hein, assez représentés quand même. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et on termine la sélection avec les 4 joueurs un peu plus offensifs. Notre éternelle pépite de l'Académie montréalaise. Il y a moyen qu'on arrête d'utiliser le mot pépite quand on parle de ce gars-là, sérieux? Non, mais on dirait un moment... Je te jure, en plus, Reg, il savait que tu disais ça, il attendait genre 10 pépites. 10 pépites. Non, mais je sais pas, c'est un mec, il a fait comme 3 petits ponts et on le qualifie de pépite depuis, quoi. Genre, c'est un Moi, je fais juste répéter ce qu'on me dit. Ok, très bien. On me dit qu'il est bon. Red, c'est une pépite pour le club. C'est pas une pépite pour le club non plus, Sofiane. L'importance des mots. Une pépite, c'est que c'est un joueur bourré de talent qui fait la diff. T'as raison, Reg. Je suis même pas sûr qu'il est dans la sélection canadienne. Je suis vraiment pas convaincu qu'il va être un titulaire. Ouais, tiens, quand il parle de plus qu'Arsenal. Sinon, on se retrouve celui qui devrait être avant-centre de cette équipe-là, à moins d'une surprise. Là, ça devrait être Theo Bear, celui de Vancouver, qui devrait occuper la place du numéro 9. Et aussi un nouveau venu, un autre binational canadien-polonais. Ouais, c'est ça. Chris Twardek. Je connaissais... Non, Twardek, j'avais jamais entendu parler de ce joueur-là. C'est un ailier qui peut occuper les deux côtés. Donc, ça devrait être en principe avec pas mal d'expérience du côté européen, aussi beaucoup de matchs dans les jambes dernièrement. Donc, on devrait profiter de sa forme physique pour lui donner une place de titulaire. Et un joueur qui m'intrigue, c'est le dernier, l'avant-centre d'origine québécoise, Charles-Andreas Brym, 22 ans, qui joue présentement à Mouscron, qui était à Lille et qui... c'était quoi les autres clubs qui avaient fait? C'est l'Académie. C'est où Mouscron? En Belgique. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse de ce joueur-là, j'espère me tromper et que ce soit lui l'avant-centre, parce que s'il connaît un bon tournoi comme ça, habituellement, quand un Québécois connaît un bon tournoi en sélection canadienne, puis qui n'est pas déjà avec le club de foot Montréal, ça pourrait tenter un directeur technique. Ne laisse pas tenter. Après, lui, il n'est pas en 3e division espagnole, hein, donc je pense qu'il est dans une autre trajectoire aussi, Charles-Andreas Brym. Oui, mais avec un projet intéressant en MLS, ça pourrait... Oui, il est à Mouscron, mais bon, c'est pas un joueur régulier non plus. Il n'y a pas une place non plus assurée dans une première division. Ça, il y a le projet Newton, je ne sais pas ce que tu en penses, mais David nous dit que ça peut être aussi la Coupe du Monde 2026. C'est pas forcément si lointain pour un jeune joueur binational. Tout à fait. Ça peut en tout cas faire partie de ses pensées, quoi, ou de sa stratégie, parce que 2026 ça arrive vite, et effectivement comme tu as dit, s'il fait un bon tournoi et qu'après il arrive à, je sais pas, peut-être même au CF Montréal ou des choses comme ça, et pourquoi pas, hein. Mais l'avantage... Tu parles de quel joueur là, Jules? Parce que le binational, c'est pour... Non, mais c'est pas lui, il n'est pas binational. Brym? Newton, il nous l'a dit. Non, pas Brym, il n'est pas binational. Non, c'est le Polonais qui est binational. Twardek et Diaz qui est binational. Oui, Brym est binational, mais il va jamais jouer pour la France, quoi. On est tous binationaux ici. Hein. On a parlé de ça, c'était pour le joueur du Sporting. Ah, ok, d'accord.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces binationaux, même s'ils choisissent le Canada, surtout au côté offensif, sont très loin d'être sûrs d'avoir une place en sélection canadienne. Là. Il y a beaucoup de choix offensifs dans les dernières années pour le dernier tiers du terrain. Si on était capable d'avoir l'équivalent au niveau défense, surtout en défense centrale, c'est notre plus gros pépin. Rallume la lumière, Nilton. Ouais, t'as perdu un peu. Bon, ben, continue sans moi. Oui, David Brim était de l'académie, selon Sofiane. Merci, Sof. C'est un bon point. Je ne savais pas du tout que c'était un ancien académie. Un des originaux, là, quand l'académie a ouverte. Là. Son nom me disait quelque chose, donc je me rappelle que... Quand l'académie a ouverte, il a juste 22 ans. L'académie a ouverte à 2010, 2011, 2012. Il avait 6 ans. Je rigole. Non, il avait 12 ans. Non, il devait être un U15, non? U13, U12. Ouais, 12-13 ans. Ouais. C'est peut-être la première année que le Canada a des problèmes de riches. Techniquement, Alphonso Davies et Jonathan David sont des U23, mais ils ne joueront pas avec les U23. Et c'est le lot, en fait, finalement, des équipes, des grandes équipes. Ouais. Où, comme tu étais fort. Quand tu dis ils joueront pas, est-ce que tu es sûr, par exemple, que s'ils se qualifient. Non, il parle du tournoi de qualification live, okay, là. Ouais, comme il a 20 ans, mais tu vas jamais le voir dans les trucs, tu verras pré-qualificatif. Tu verras pas dans les tournois de jeunes parce que voilà, il a un niveau qui fait que maintenant il est forcément avec les seniors et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement dans les grosses nations du foot ou les très petites d'ailleurs où voilà, on essaie tout de suite comme le talent, on le met tout de suite avec l'équipe numéro principal. Ah ouais. C'est là qu'on voit que Toronto FC a une pépinière assez fournie de jeunes, mais au niveau de l'attaque, si on avait été capable d'aller... c'est déjà qu'on a convaincu Akindola de jouer, de s'entraîner avec la sélection canadienne, lui qui pouvait choisir entre les États-Unis et le Canada, si on avait pu l'avoir lui comme pointe de lance dans cette sélection-là, ça aurait été extrêmement intéressant. Ça va être un enjeu pour cette sélection-là d'aller chercher des buts avec les joueurs en place. Il va falloir qu'il soit très, très, très efficace. Un gars comme Beer ou Brim puisse être en grande forme lors de cette sélection-là. Dans les line-up projetés, je voyais souvent Beer en pointe. Après, bon, ça, c'est des questions... On va saluer Adi et Tristan, nos spécialistes du football nord-américain pour ce type de questionnement, mais ça va être intéressant quand même à suivre. Mais c'est pas facile, hein. Comme pour la qualification, il faudra forcément battre ou le Mexique ou les États-Unis. Oui, tout à fait. Et c'est des matchs qui s'enchaînent. Là. C'est vendredi, on affronte El Salvador. 3 jours plus tard, on joue contre. Je les ai mis gagnants dans mes prédictions. Donc, faites un choix patriotique. Donc, oui, ça va être important d'avoir de la profondeur, des jambes fraîches pour tous ces matchs-là. Puis, oui, après ça, affronter les États-Unis avec Mihailovic dans la sélection américaine. Oui, c'est vrai qu'il a été sélectionné, oui, effectivement. Techniquement, ces matchs-là vont être pendant la saison, étant donné évidemment que la MLS ne font jamais rien comme tout le monde. Il n'y aura pas de pause. Donc, Ah, mais c'est l'U23, personne qui fait des pauses pour eux, à mon Europe. Non, parce que ça fera Mihailovic, ça fera peut-être... Mais en même temps, il y aura aussi Piet qui va partir, les autres là vont partir pour Team Canada Senior, c'est en même temps, non? Qui s'en vont tous à une semaine d'intervalle. Pour je crois que c'est les matchs amicaux que le Canada a. J'ai hâte de savoir... Il y a une fenêtre de matchs amicaux là, qui arrive à la fin de la semaine prochaine. Il y a une journée encore et... de mi-mars jusqu'à début avril. C'est dans 10 jours, ouais. C'est ça, dans 10 jours. C'est pour les... Non, mais c'est fou, hein. Puis moi, ce qui me stresse avec ça, c'est les déplacements, c'est... Est-ce qu'on va tous se retrouver avec une grosse infection Covid au sein des différents clubs canadiens, là? Non, mais ça, c'est sûr. Genre, c'est pour ça que je trouve c'est un délire, ça. Genre, même en Europe, il y a des équipes, ils vont partir, ils vont revenir, ils vont devoir faire une quarantaine. Genre, ça va être un problème, genre. Ah, quarantaine. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des postes à Montréal qui sont doublés et triplés. Là. Ce club a été construit en conséquence. Là. Il savait. Puis
En même temps, moi, c'est un mal pour un bien. On se retrouve avec. On a combien de joueurs de l'Impact du CF Montréal? On a 5 joueurs? Ouais, 4 dans la 4, puis et ça, et Thomas Meyer qui était formé. Ben, au moins, ça fait 4 joueurs qui vont avoir des matchs de pré-saison. Tant mieux, là. Plus Mihalovic, on commence à. On est à la recherche de matchs de pré-saison, mais les gars vont arriver avec un. Top shape. Là, mais question finalement de Julien, j'aimerais qu'on en discute un petit peu. Vous pensez que les grosses vedettes de la sélection senior vont faire le tournoi à Tokyo, comme lorsqu'on parle de Jonathan David ou Alphonso Davies. Et puis de l'autre côté, genre, je veux dire que soit Dest, McKinney, genre comme il y a tous les autres Américains qui sont aussi des moins de 23 ans. Si les États-Unis viennent à se qualifier, est-ce que tous ces joueurs-là jouent avec leur sélection? Moi, je pense que ça dépend de leur poste, de leur importance. Un mec comme Davis, il est très important au Bayern. Un mec comme Dest au Barça, un peu moins. McInerney, à la Juve. Ouais, Attends, mais eux, ils sont titulaires. Donc c'est pour ça. Donc, à mon avis, le Bayern, ils vont clairement avoir leur veto. Ils vont dire, pourquoi t'irais jouer un tournoi à Tokyo U23? Non, c'est pas un tournoi. Comment tu l'as tourné, toi Ouais, je quitte l'émission, là. On aurait dit la Danone. Bref, ça pour dire, ça reste que c'est quand même du U23. C'est à voir. On est dans une période de Covid. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Le Bayern est une équipe qui génère énormément d'argent. C'est un de leurs joueurs les plus importants. Je ne crois pas qu'ils vont le laisser partir. Que ça soit même Lille. C'est très compliqué de laisser un Jonathan David, tout dépendamment de comment. Ouais, mais en même temps, je suis pas tellement d'accord. Les JO, c'est quoi? C'est pas en juillet? Mais c'est en même temps que la Gold Cup, en passant. Juillet. Juillet. Ah, waouh. Ok, en gros, tout le monde joue des matchs qui n'ont pas joué depuis 1 an et demi pendant cette période-là. Donc, ils n'iront pas parce qu'ils font la Gold Cup. Ah oui, Jean-François nous dit qu'il y a la Gold Cup en même temps. Ouais, c'est ça. Ok, merci Jean-François. Est-ce qu'il y a des paris pour dire que les JO 2020 vont arriver en 2023 lorsque je mets de l'argent là? Direct. De toute façon, c'est tellement loin. On sait, à la limite, ils pourraient décider de jouer le tournoi olympique ailleurs qu'au Japon. Puis, ils peuvent décider de n'importe quoi. Non, c'est vrai. Désolé de faire ouvrir une grande parenthèse, mais même l'euro, je suis étonné que j'ai l'impression que ça va se faire, alors que je me dis. L'Angleterre s'est portée pour accueillir tous les matchs, donc peut-être qu'ils vont se. Of course they did. Attends, mais ils ont le pire variant qui existe. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais les PL roulent sans arrêt. Vaccinés. Non, mais attends, comme on va pas trop se disperser sur le sujet Covid, mais c'est fou, comme Pulisic il a 22 ans. Tu te rends compte, l'équipe américaine olympique qui peut faire les qualifs pour la Coupe du Monde. Non mais c'est hallucinant. C'est comme tout leur bassin de nouveaux entre guillemets jeunes bons joueurs. Je peux juste dire que les sélections nord-américaines sont finalement des sélections normales, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 joueurs en bas de 23 ans qui sont dans la première sélection. Mais ceci dit, je parlais avec Laurent et Cheselski hier et il me disait que c'est vrai qu'il y a peut-être 5-10 ans, les États-Unis avaient dit vouloir être une nation forte du football. Et franchement, alors ils sont pas mais aujourd'hui, les États-Unis, c'est comme Joey Saputo, ils ont toujours un plan quinquennal pour gagner quelque chose. Ouais, mais ceci étant dit, ils mettent les moyens là. Il y a quand même beaucoup. Yo, bro, moi je trouve on s'excite beaucoup genre sur les États-Unis parce que quand on regarde leur liste et à côté des noms des joueurs, il y a des gros clubs, mais c'est souvent il y en a beaucoup, ils jouent comme pas non plus tant que ça, je trouve. Ouais, mais le McInerney, par exemple, il joue pas tant que ça à la Juve. Si, il joue. Non, Weston McKinney, il joue. Mais attends, je précise. Ouais, je l'appelle McInerney, pardon. Je précise, je parlais par rapport semblant. Je parlais par rapport au tournoi. Oui. Je parlais par rapport au tournoi olympique, sachant que c'est des U23. Ça aurait été assez excitant de voir comme tous ces jeunes-là jouer que contre des jeunes. Après, moi, je suis pas dans les trucs la MLS, tout ça, les États-Unis, Coupe du Monde, tout ça, là, c'est pas. Ils les vendent, mon pote, on dirait. C'est nouveau Daniel Alves, quoi. Okay. Mais le tournoi olympique de foot, là, est-ce qu'il est, pour les hommes, est-ce qu'il est aussi huppé que celui pour les femmes, à part les demi-finales et finales? Évidemment, non, puisque c'est pas les seniors, comme chez les femmes. Non, c'est pas ça mon point, justement. Mon point, c'est pour dire ça. C'est qu'à part quand on arrive en demi-finale, est-ce que c'est.
Est-ce que c'est vraiment intéressant que, oui, on est excité, je sais pas moi, on va voir le prochain Messi, on va voir les prochains, mais parce que le tournoi masculin olympique, il y a tout le temps eu pas des controverses, mais tout le temps un petit nuage gris, quoi. On s'en fout un peu jusqu'à la finale. C'est mon feeling que j'ai, quoi. Alors que. Ouais, mais ça, c'est du snobisme de grosse sélection. Je veux dire, si tu as déjà gagné la Coupe du Monde, l'Euro et des trucs comme ça, tu t'en fous jusqu'à temps que tu te rends en finale. Mais si tu es une sélection où tu as finalement une chance de gagner quelque chose et c'est via les Jeux Olympiques, tu te prends ça au sérieux. Justement, Neil, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, comme petit aparté personnel, mais T'as vu les Jeux Olympiques? des super souvenirs que j'ai eu en tant qu'enfant. 1996, le Nigeria remporte les Jeux Olympiques. C'était fou parce qu'ils battent l'Argentine. Puis Ah oui. il y a des joueurs de cette sélection-là qui après font la Coupe du Monde 98, parce que je pense qu'ils n'avaient pas vraiment l'âge U23. Et c'est des, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Et sachant que juste avant, en 94 aux États-Unis, le Nigeria aussi, genre avait vraiment fait une super belle performance, et perdent de très peu contre l'Italie. Donc très bon souvenir des JO de 96 à Atlanta. En 2000, le Cameroun remporte les Jeux Olympiques. Encore une fois, très très beau souvenir. Donc, je suis d'accord avec Neil sur le côté un peu snobisme. Après, bon, bref, à chacun son chacun. Que nous, on va suivre la Gold Cup. Il y en a pour qui, genre, c'est une compétition en bois. Donc, à chacun son chacun. Mais je trouve que, genre, moi, j'ai des très très bons souvenirs dans mon enfance des Jeux Olympiques. Et je vais suivre ça avec attention. C'est des rendez-vous importants pour certaines sélections. Tu sais, le Canada est sur une belle séquence, là. Ils ont battu les Américains chez eux en jouant comme des Américains, le Canada. Ils étaient provocateurs, ils étaient conquérants. Quand ils marquaient des buts, ils agissaient comme des Américains et ça a fait un gros choc, là. Le deuxième match, le match d'après, déjà, les Américains ont été différents. Si on se retrouve encore, là, un an plus tard, oui, c'est un autre contexte, mais ça reste encore un choc Canada-États-Unis. Et si on réussit encore là, à prouver que, wow, Canada, là, it's the real deal, on est capable encore de battre les Américains, il faut nous prendre au sérieux. Tout ça mental, c'est hyper important pour la suite, pour la qualification de la Coupe du Monde. Ces rendez-vous-là, même si nous, on a un contexte un peu plus européen, puis on pense beaucoup plus aux grands rendez-vous, et c'est là que ça se passe, en Amérique du Nord, on n'a pas autant l'occasion d'avoir ces rendez-vous-là. Donc,